Chers auditeurs, chères auditrices, bien le bonjour, ici Mickaël, votre hôte. Vous vous retrouvez sur la chaîne de l'Horde Sauvage, puisque vous avez cliqué, vous le savez déjà. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique sauvage de l'été, parce que il fallait pas passer à côté de ce film, qui était un petit peu le film événement, celui de Christopher Nolan, l'Odyssée. Cette fois-ci, on est nous quatre, l'équipe est au complet, donc en face de moi, on retrouve mon cher David. Bonjour David, comment ça va ? Bonjour à tous, bonjour Mika, ça va pas mal ma foi. Voilà, et toi Quentin, ça va ? Eh bien ça va pas trop mal, effectivement aussi. Et le dernier mais non le moindre, est-ce que tu vas bien mon cher Bertrand ? Eh ben bonsoir, oui ça va. Ça va mieux, il fait moins chaud. Il fait moins chaud. On respire. On a réussi à ne pas enregistrer durant la période de canicule. Voilà. Mais ça on a fait eu chaud. zizia. Oui, parce qu'on a eu chaud. Ah oui. Exactement. Et ce film nous a donné chaud aussi, l'Odyssée de Christopher Nolan. Dis-moi ce qu'il te reste comme souvenir. Une épouse. Un fils. Et quoi d'autre? La guerre qu'on a gagnée. Aide-moi à rentrer chez moi. Alors, l'Odyssée de Christopher Nolan. Faut savoir que nous sommes en 2026 et que quand Christopher Nolan nous dit qu'il va adapter un recueil de poésie datant du 8e siècle avant Jésus-Christ, on lui donne 250 millions de patates et au niveau de la production, on lui en donne 125. C'est énorme. On nous annonce aussi une durée avoisinant les 3 heures, 2h53, qu'on ressent absolument pas passer. Et à côté de ça, il ramène plein de copains, Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Robert Pattinson, Anna Hathaway, Zendaya, Travis Scott, Elliot Page, John Berntal, Mia Goth, Lupita Nyong'o, John Leguizamo, Samantha Morton, Ryan Hurst, Ben Safdie ou encore Emeth Patel. Un casting 5 étoiles qui nous ferait penser peut-être à un film du MCU, mais non, c'est un film de Christopher Nolan, et donc on a été le voir, et donc de quoi ça cause ? Ça cause tout simplement de l'Odyssée, qui est une relecture non linéaire et psychologique du mythe d'Homère, mais de toute façon la non-linéarité apparemment était déjà mise dans le texte original. Sachant le texte original, c'est pas vraiment un texte, c'est des chants. C'est des chants recueils. Qui ont été recueillis après. Enfin, c'est un espèce de méga bordel. Il y a pas de version originale de l'Odyssée. Oui, il y a un moment donné où le truc a été figé. C'est ça. Voilà. Mais ça faisait déjà très longtemps qu'il existait, qu'il se passait et tout. Donc, par contre, c'est un des plus grands récits de l'histoire de l'humanité, en tout cas occidentale, et un des récits fondateurs de plein de choses, de la narration et des récits fictifs, quoi, on va dire, de occidental. Donc oui, c'est Nolan qui s'attaque à ça, c'est assez ouf, et voilà. Et un péplum en 2026, c'est pas la mode, mais Nolan il s'en bat les couilles. Donc traumatisé par la guerre de Troie, Ulysse, interprété par Matt Damon, affronte des épreuves réalistes pour rentrer chez lui, tandis qu'Aïtak, son fils Télémaque, interprété par Tom Holland, le cherche, et sa femme Pénélope, Anna Hathaway, résiste aux prétendants. Le film délaisse le divin pour explorer le traumatisme de la guerre et la rédemption à travers un voyage incroyable. Alors messieurs, moi je vais pas vous dire ce que j'en ai pensé, comme d'habitude je vais rebondir un petit peu sur ce que vous allez dire, donc qui veut commencer ? Je pourrais peut-être commencer, effectivement. Donc là il prend ses notes, il a 5 pages. Rendez-vous dans 3 heures. Et bien sûr, cette chronique, comme le titre vous l'indique, sera gérée sans spoiler. Tout à fait. Il a déjà fait tomber 2 pages. Oui, voilà. On a déjà gagné ça. Non, j'ai une demi-page. J'ai essayé de faire court parce que c'est un peu particulier. C'est un film que j'attendais beaucoup, peut-être un peu trop, presque. Je savais pas. En fait, j'aime beaucoup Nolan. J'aime beaucoup Nolan depuis des années. Je suis très convaincu par son cinéma. Je suis persuadé. Enfin, c'est pas que je suis persuadé, c'est que je pense
personnellement que c'est le cinéaste américain actuel le plus important, dans le sens à la fois en termes global, en fait, c'est-à-dire que c'est un cinéaste qui amène du monde en salle. Là, on vient d'avoir les chiffres, c'est son plus gros score au box-office de l'histoire de sa carrière, hein. Là, on est déjà à quasiment 300 millions alors que le film est sorti il y a quelques jours. En France, il a dépassé le million en très peu de temps. Là, il est en train de tout défoncer avec l'Odyssée Nolan. Donc, et dans une histoire pareille, il avait déjà fait un peu ça avec Oppenheimer. Bref, c'est un cinéaste que je trouve fascinant, qui rassemble, qui a un pouvoir que d'autres n'ont pas. En plus de ça, il fait un cinéma qui me parle, que je trouve magnifique. Donc j'en attendais beaucoup. Quand j'ai su qu'il allait faire Odyssée, je me suis dit, mais est-ce qu'il est pas en train de nous préparer son plus grand film ? Du coup, c'est compliqué quand tu vas voir un film et que tu t'attends un peu à ça. Tu dis, est-ce que tu veux... En fait, je sors de la salle et je suis là genre, j'ai vu un truc que j'ai trouvé immense. Après, est-ce que c'est aussi immense que ce à quoi je m'attendais ? Je n'en sais rien, j'ai besoin de le revoir. Je l'ai pas encore revu, j'y vais demain. Mais pour l'instant, je suis encore un peu perdu. Tout ce que je sais, c'est que j'ai adoré, que c'est grand, j'ai trouvé ça très très grand. Maintenant, à quel point, voilà, il va falloir un peu diguer quand même. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai eu un film de l'ampleur que je m'attendais. C'est-à-dire que j'ai eu un peu de mal, encore maintenant, à appréhender un film que je trouve aussi énorme dans tout ce qu'il implique. C'est-à-dire que en termes de, tu l'as dit, hein, le casting, la technique, avec tous ces procédés, parce que on va pas en parler, épiloguer dessus, mais il y a tout ce principe par rapport à l'IMAX 70 mm, le film qui est visible dans les bonnes conditions entre guillemets que dans certaines salles dans le monde. Beaucoup de gens vont voir le film plutôt en cinémascope. Il y a le débat de est-ce que le film est bien vu comme ça. Personnellement, je vais faire 1 heure de route pour aller voir dans des meilleures conditions demain. Donc je vais essayer de voir ça d'un côté un peu plus proche de ce que Nolan attendait. Voilà, parce que ça m'intéresse, parce que je trouve ça fascinant, cette espèce de, un peu comme Cameron qui repousse les limites de la technique. Nolan, il a ce truc là aussi avec l'IMAX. Tout ça, moi je trouve que c'est un peu ce genre de choses là. Donc je trouve ça intéressant. Il y a un truc, même rien que dans la place que ce film a, rien que dans l'histoire du cinéma, je trouve déjà, en termes d'impact, en termes de tout ce qu'il essaye de faire, de technique, tout ça, il y a déjà tout ce genre de choses qui font que j'ai du mal à l'appréhender et à avoir vraiment un avis. Tout ce que je sais, c'est que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment immense. En termes de richesse visuelle, de travail du montage, de la narration, toujours chez Nolan, très peu linéaire et toujours très bien maîtrisé, avec un sens du rythme, de l'écriture que je trouve vraiment magnifique. On a une puissance du tragique qui fonctionne énormément, qui me semble fonctionner vraiment particulièrement, en tout cas sur moi. On a plusieurs séquences très marquantes, la séquence du Cyclope, la séquence chez Hadès, chez Circé évidemment, même la séquence avec Charybdis Scylla, je la trouve vraiment marquante. Puis tout le dernier acte aussi, l'espèce de puissance du dernier acte, avec la longueur que ça prend, voilà. Puis on a aussi le sens de la révélation avec toutes les séquences à 3, voilà, sans spoiler et tout. On a vraiment un sens de l'écriture là-dessus une espèce de, puis ça s'inscrit tellement bien dans sa filmo, je trouve ça sensé. C'est vraiment un film où pendant 2 heures de film je me suis dit ok, c'est super, mais pourquoi Nolan veut me raconter ça? Pourquoi Nolan a choisi de faire l'Odyssée? Alors certes, il y avait déjà un peu de ce genre de récit fondateur dans son cinéma depuis toujours. On voit dans Dunkerque qu'il y a ce principe d'une bataille où il faut s'échapper. Il était normalement censé réaliser le film 3. Oui, à la place avant Wolfgang Petersen. Oui. Ah oui, ouais. Oui. Il était dans les clous. Ouais, pas plus mal. Donc a priori l'Odyssée, oui, c'est un truc qui traînait depuis un petit moment chez lui, quoi. Ouais, puis même un Interstellar, c'est l'Odyssée dans un sens, avec ce père qui veut rentrer, machin. Putain, oui, c'est vrai, putain. Tu viens de débloquer un truc dans mon cerveau. Merci, oui. mon cher. Oui, ce père qui s'en va avec les enfants qui le recherchent. Enfin voilà, quoi, il y a vraiment, c'est un récit qui l'a toujours marqué. Voilà, l'Odyssée, comme je disais, était déjà là dans Interstellar ou Dunkerque, mais on a déjà le travail sur les liens familiaux, le tragique a toujours été présent dans sa filmographie, la sens de la tragédie, de la narration à tiroir, l'art du dénouage de l'intrigue dans une débauche de flashback un peu. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu plein de fois avec la puissance de la musique. Alors, à une époque avec Zimmer, mais depuis que Zimmer était pas dispo pour faire de mémoire, c'était Tenet, et du coup, c'est Ludwig Göransson qui l'a accompagné. Ils se sont vraiment bien trouvés les deux. Et c'est vrai que j'ai pas forcément un souvenir précis d'une mélodie
ou d'une musique, mais je sais que l'ambiance musicale, que ce soit dans Tenet, dans Oppenheimer ou dans ou dans l'Odyssée, fonctionne particulièrement bien. Ils se sont bien trouvés tous les deux. Voilà, c'est un film qui, je trouve, s'inscrit parfaitement dans sa filmo, je l'ai déjà dit, mais voilà. Et qui, à mon sens, rejoint The Dark Knight, Interstellar et Oppenheimer dans la liste de ses monuments. Voilà. Maintenant, à voir à quel point. Prestige, mais bon, je t'en veux pas. Je trouve que Prestige est un film plus mineur dans sa filmographie. Désolé. Là, pour le coup, je rejoins Mika. Mais... Voilà. J'ai fini de mon Bertrand, avis Moi, j'ai pas sur- vu le Prestige, donc voilà. Moi, j'aime bien Memento dans la filmo de Nolan. Donc, Ah, c'est il bien. faut que je le c'est revoie. bien. Faut que Non, je mais le revoie voilà, Memento. c'est- On peut pas comparer Memento et Bah non, parce qu'il se rappelle pas. Donc, certes. voilà. Non mais Donc, c'est comme... bref. Pardon. Non, ça raconte pas du tout la même chose. Non, bah, moi, l'Odyssée, je suis un ancien élève helléniste au lycée, donc évidemment, la thématique m'a parlé. Helléniste comme Hélène, c'est-à-dire. Comme Elliot Page. Hélas, la Grèce en grec. D'accord. Voilà, je fais mon Stéphane Moïskakis, comprenne qui pourra. Ok. Bon bah pas moi du coup. Et Hélène avec 2 L. Et un H au début. Donc oui, non, la thématique à la base, moi, ça me plaît, sachant que je suis pas vraiment un fondu de péplum. Moi, je l'ai pas vu comme un péplum. Bah je trouve pas que ce soit tant Voilà, un péplum que ça finalement. c'est l'épopée dans ce qu'elle a de plus primitif. C'est le premier mythe qui a fini par être écrit de l'humanité comme ça, ou un des premiers en tout cas. Qui est pas parce qu'il y a traité comme un Gilgamesh truc- qui doit être plus ancien, je crois. Mais voilà, mais globalement, l'Odyssée, c'est un des textes fondateurs de l'humanité occidentale. Oui, vous l'avez dit. Ok, Euh, tu disais Ouais, qui est pas du tout traité là comme du fantastique, alors que c'est censé être du fantastique. Ouais, c'est vu que c'est du de la- fantastique. de la mythologie, mais c'est pas du tout traité comme ça. ça. Ah, il y en a. Oh il y en a. Oui, Il y en a. non, mais- non, mais c'est vrai là- que c'est pas. Il y a une approche réaliste. Et visuellement, Ah bah, on est j'ai chez pas vu Nolan. du fantastique. Enfin, On est chez Nolan. Oui, je sais bien pas sûr. si Bah, vous- c'était pas- Non, non, t'as pas non, vu du le- fantastique. le cyclope, les C'était pas cochons, je Jean les ai bien vus. Mais le problème qui n'en est absolument pas un, c'est que j'ai pas. C'est pas du fantastique, On c'est n'est pas que- c'est que du chez surnaturel, c'est que du chez surnaturel. Jason et les Argonautes. Bah pourtant, c'est la même chose. Oui, Pourtant, c'est mais la même chose. on ressent pas la même chose. Non, mais Mika, c'était le même traitement dans la trilogie de Batman, finalement. Oui, Batman, qui est quand même, c'est Oui, quand même tout à censé fait. être Ouais. un récit fantastique. Il avait une approche extrêmement réaliste du. Oui. On était Concrète. plus dans du polar. Concrète. Oui, concrète. Voilà. On était plus dans du polar que dans du comics, du Et super-héros. là, oui, finalement. très bien, ouais. Voilà. Et pour le coup, c'est pas dans mon esprit, c'est pas gênant parce que j'ai cru lire à droite à gauche que oui, bah Ulysse, il est très musculeux. Non, pas tant que ça, je trouve. Puis il faut le bander, son putain d'arc. Hein, faut quand même avoir une sacrée poigne. Oui. Et d'ailleurs, ça, c'est texto ce qui est dans le texte. Hein, y a pas. Ouais, Il y a aucune espèce d'invention. Il y a quelques pas de côté qui sont faits, notamment le personnage de Sidon qui a pas tout à fait le même destin. Mais il a pas été inventé pour le film, le personnage de Sidon il me Non. semblait. Ah Non, pardon. et en fait, il sert justement d'appât pour les Troyens au niveau du cheval. Ah oui, c'est. Mais à la fin, il Elliot espionne. Page. C'est Elliot Oui. Page. ouais. À la fin, il espionne et c'est lui qui prévient le reste de la flotte qui est censé s'être enfui, mais qui est dans une île voisine et qui revient pour finaliser l'attaque de Troie. Enfin bref, toujours est-il que peut-être que c'est du spoil, mais bon, l'Odyssée en même temps, Alors là c'est un point, alors, je tiens juste à dire c'est mon avis là-dessus parce que je le vois partout et ça me saoule un peu, cette truc de c'est l'Odyssée, le récit il a 3000 ans, il est pas spoilable et tout. Je suis désolé, j'ai jamais lu l'Odyssée de ma vie, je ne savais pas de quoi ça parlait. Je connais l'histoire de Troie mais tu m'aurais demandé si c'était lié, je t'aurais Alors, dit, j'en étais même pas sûr. je l'ai même pas Je- dit. J'allais Ah pas non. dire ça, mais c'est non. pas grave. Non, mais pas, je parle, là je dis tu sans parler de toi mais de manière générale. Je comprends le truc. De manière générale, Le parce que fait est j'entends que- partout ça là, ce truc de c'est bon, le récit il est connu. Bah non. Sachant que des gens qui ont lu l'Odyssée, je pense qu'il y en a pas tant que ça. Bah non, il y en a ouais. pas tant que Et ça. puis, Par faut contre, s'accrocher, quoi. Comment Faut s'accrocher. Bah a priori. Par- Moi par je ne l'ai pas contre- lu. Hein. par Pourtant, Dieu contre, sait que et je en suis lecteur, revanche, je l'ai jamais lu. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tout le monde en connaît des bouts. bien Oui, sûr, Sans bien sûr. savoir ce que c'est. bien, Bah, c'est mais ça, bien sûr. exactement. Mais parce Voilà. que c'est de la mythologie et que la mythologie elle imprègne notre L'histoire du cheval de Troie, bon voilà. c'est- Moi, j'avais aucune idée avant de voir ce film. Bon, alors sinon, j'avais peut-être su à un moment, mais voilà, que l'histoire du cheval de Troie et l'histoire du Cyclope, par exemple, c'était dans la même histoire, dans le même récit. Genre, C'est des épisodes différents, mais oui, c'est c'est tout des- à fait. C'est un même Ah, mais- corpus de mais je textes. savais pas du tout. oui, Moi, bien sûr. je pensais que c'était des trucs. Ouais, enfin, j'avais pas. Mais après, le cheminement du film reprend les événements les plus marquants, ceux qui ont déjà été filmés à l'occasion de trucs sur l'Odyssée, j'imagine, depuis les années 40-50. La séquence des enfers est bien. Oui. La séquence des enfers est bien. Et globalement, c'est une de celles qui se rapproche le plus de ce que j'avais en tête
quand je lisais des extraits de ce truc-là, la séquence des prétendants qui, à la fin du film, ça se rapproche aussi pas mal de l'idée que j'en avais, mais la mythologie grecque n'est jamais avare de scènes extrêmement violentes, Ouais. notamment dans tout ce qui concerne et l'épopée troyenne et ce qui s'y relie à toute l'histoire de la dynastie des Atrides, qui est une famille complètement qui subit une malédiction sur je ne sais combien de générations. Les gens passent leur temps à s'entretuer et à s'entre-dévorer. C'est un bordel sans nom. Agamemnon fait partie de cette lignée-là. Ok. Et la guerre de Troie est l'émanation d'une de ces malédictions, justement. Et voilà. Et donc, à partir de là, bon, j'ai trouvé que le film manquait un peu d'unité, malgré tout, dans quelques petits déséquilibres de rythme, de machin, tout ça, mais c'est compensé par une vision un peu surréaliste de certaines choses. Le Cyclope, justement, ça c'est un beau morceau C'est fou, le Cyclope. qui paraît trafiqué comme on faisait des effets spéciaux à la fin des années 70 avec peut-être comme si on avait filmé un visage puis recollé le truc mal par-dessus le visage d'un autre, mais c'est peut-être en le truc. tournant de trois quarts avec l'œil dans l'autre sens. C'est super bien vu, je trouve. C'est peut-être le truc le plus proche des effets spéciaux à l'ancienne, type Ray Harryhausen. Oui. Je trouve que c'est peut-être ce qui s'en rapproche le plus. De toute façon, il y a effectivement. très peu de CGI dans le film. Hein. Le film est vraiment. Voilà. Bah, Alors, c'est j'ai du plus le nom. décor naturel, les bateaux, c'est des vrais bateaux. Tourné ouais. dessus avec cette fameuse caméra qui fait 130 kilos avec la boîte pour éviter pour le bruit et tout. Enfin, Non, j'ai mais- tellement hâte d'avoir plus encore d'infos sur les insides, sur comment il a tourné ça et tout, parce que c'est. Oui, il ça va fait partie- s'acheter le Blu-ray. Il va se tâcher le Bah, Blu-ray, c'est il va possible, torcher ouais, les bonus. mais ça va avec ce que je disais sur ce truc du film en lui-même, rien que le projet en lui-même, je trouve il a déjà sa place comme chose à raconter dans l'histoire du cinéma, tellement il y a un projet fou derrière. Et rien que pour ça, j'aime ce qu'est ce film. Voilà. Mais pour le coup, je suis moins mitigé que je l'étais en sortant de la salle. Voilà. Parce qu'en sortant de la salle, j'ai dit oh, oui, tout ça pour ça. Et tout ça pour ça. C'est mieux. C'est mieux. C'est là que la Mais nuance mais va toi, se Mickaël trouver. aussi, non? Parce que il me semble que je te suis sur Letterboxd, et je crois que t'as monté ta note très rapidement, non? Ouais, tu t'es trompé en fait, ou non, pas du tout, parce que j'avais mis, il me semble, 4, Ouais. et c'est tout de suite passé à 5, en fait. Sur 5. Sur je 5. précise parce que. Ah ouais, oui, Sur bah 20. oui. Non, mais, quand tu vois la gueule du bousin, oui, c'est pas sur 10. Mais du coup, ouais, en fait, il m'est tellement resté dans la tête, et j'ai tellement envie de le revoir. Alors, je le reverrai pas de sitôt, je pense que je le reverrai à la sortie DVD. Mais dans tous les cas, c'est un film qui m'est resté et qui me reste encore bien en tête, qui a des images fortes, qui dure 3 heures mais qui s'arrête pas. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que ça s'arrête pas. Même entre les épreuves, ça s'arrête pas. Là, tu le disais tout à l'heure, effectivement, on passe d'une... c'est pas des chronologies, mais on passe de différentes narrations. D'un côté, on a Télémaque et Pénélope. Ouais. Oui, c'est ça. Et de l'autre côté, on a Ulysse. Et je trouve que ça s'enchaîne très bien. Ça s'arrête pas pendant 3 heures. J'ai pas vu le temps passer. Le bestiaire est incroyable. Enfin, moi, tu parlais du Cyclope, Bertrand. Moi, je trouve que le visuel est super chouette. Alors, effectivement, ce Cyclope ne parle pas. Enfin, il parle, mais on ne comprend pas Je grand-chose. suis pas convaincu qu'il parlait beaucoup. De toute Si, façon, il dans parle, l'histoire il originale. parle, ouais. Il a un truc, alors j'ai pas lu, mais j'ai entendu qu'il y avait. Enfin, j'ai lu des gens le dire, qu'il y avait un truc avec le nom du Cyclops. Du Cyclops, pourquoi je dis Cyclops? C'est je suis de Triclops personne, dans les je sais maîtres de plus, l'univers. Enfin bref, il y a le Cyclope, moi je trouve ça super chouette. Enfin, on n'en a pas parlé, mais la scène avec Circé, Ah bah, mais, moi, je l'ai juste cité, mais bordel évidemment. dès la cul, quoi. C'est, Faut qu'il fasse de l'horreur, ce gars. Hein. Oh, Mais oui, il je y suis a une assez interview d'accord il y a avec pas ça. longtemps, on lui a dit que c'est la première fois qu'il faisait un peu une séquence quasiment horrifique, body horror et tout. Et est-ce que ça le tentait? Et il a dit, mais j'ai toujours eu envie de faire, c'est juste qu'il me faut la bonne idée. Je fais pas un film si j'ai pas une bonne idée, un bon concept, voilà. Là, ça marchait sur une scène. Maintenant, est-ce que j'aurai une idée un jour sur 1h30, enfin sur 3 heures même. Enfin, s'il fait de l'horreur, peut-être pas 3 heures, j'espère.
j'ai beau l'aimer, s'il te plaît, contente-toi de 2 heures si c'est de l'horreur. Mais voilà, il faut qu'il ait la bonne idée. Mais ça montre qu'il sait un peu tout faire. Cette séquence chez Circe, elle est folle. Elle est folle. Après, d'un autre côté, il y a quelques épreuves que forcément ça va tellement vite que on passe un petit peu rapidement, notamment les géants, juste après le tourbillon, parce que là, c'est vraiment ça s'enchaîne, sirène, tourbillon et une espèce de bestiole tentaculaire. Ouais, qui arrive d'ici là. Moi, j'aime bien en fait, moi, je comprends pas le design de cette bête, et en fait, ça arrive tellement comme ça que je suis en mode ok, j'ai été vraiment pris de court. Ouais. C'est le principe de Charybde des Scylla en fait. Là pour le coup, moi je trouve alors que si c'est le principe, bravo tu échappes au tourbillon. Oui. Mais c'est pour mieux tomber dans les griffes, en l'occurrence, de Scylla, qui se trouve un petit peu plus loin. Et ça, je trouve que d'enchaîner rapidement ces 2 actes-là au sein d'une même grosse séquence, je trouve que c'est plutôt malin, parce que ça rend d'autant plus efficace la séquence, et c'est dans la logique, je trouve, de la mythologie. Mais de toute façon, les deux sont indissociables. Comment ? C'est vraiment le même segment, ils sont indissociables les deux. Bien sûr, voilà, ouais. bien sûr. Et ça, moi, je trouve que c'est plutôt bien vu, là, d'avoir enchaîné rapidement. Ouais, tu as dit le mot mythologie, je vais enchaîner avec le fameux truc qui est là pendant tout le film, la fameuse loi de Zeus. Qui est trop bien, vraiment c'est une trop bonne idée. Alors je sais pas si c'est dans les textes originaux ou pas. Si, c'est un principe qui existait vraiment. Donc la loi de Zeus, c'est quelqu'un qui arrive chez toi, tu lui dois le couvert, le gîte et le couvert, parce que ça peut être Dieu déguisé. En gros, c'est ça. Ouais, c'était ça, et c'est un principe qui existait vraiment et qui a beaucoup régi je suis pas historien, mais voilà, qui régissait pas mal la vie grecque à l'époque dans ce genre d'endroit, et qui donnait beaucoup de sens à leur culture. Oui. Il y avait vraiment ce truc d'ouverture chez des étrangers, qui fait que quand t'es voyageur, en fait, c'est facile de voyager. Tu as un couvert gratuit, entre guillemets, oui, c'est ça. dès que tu vas quelque part et tout. Ça permettait les échanges, ça permettait les mouvements et tout. Et donc, oui, garder ce principe-là et le traiter dans le film. En plus, c'est totalement au cœur du récit et et du voyage d'Ulysse. Moi, j'ai voyagé vraiment. On passe des enfers, on passe de bestiole en bestiole. Les épreuves sont cool, le final il est super chouette, les personnages ça marche du feu de Dieu, pour moi ça cartonne, et puis l'émotion moi qui m'est dégagée sur la fin, et donc c'est un voyage qui était chouette à suivre et que j'ai vraiment hâte de reprendre bientôt avec la sortie DVD. Alors, sur le casting, c'est vrai qu'il y a le reproche qui peut être fait, c'est le côté un petit peu démonstratif. C'est vrai qu'on a tout ce que les années 2015 à 2025 ont généré de nouvelles têtes qui font acte de présence. Il n'y a pas Elordi dedans, donc ça compte pas. Oui, mais il est bon. Zendaya, Tom Holland, Mia Goth, tout ça. Oui. Ça fait un peu présence obligée de ces gens-là, mais bon, au pire, alors, ça va, ils font le job. Je sais pas. Pourquoi non, obliger, mais c'est l'impression que ça peut donner, mais comme toutes les grosses superproductions peuvent avoir cet aspect-là. Oui, non, mais puis il y a des présences qui ont fait beaucoup plus parler que d'autres, notamment celle de Zendaya et puis celle de Lupita Nyong'o. Lupita, oui, pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. Puis le piège aussi, ça aussi, ça fait parler. Ouais, non, mais c'est un moment, c'est des faux trucs, et en fait, tout le casting, il est justifié en fait avec l'histoire. Ça, c'est des débats à la con. Et alors, oui, c'est pareil, de la merde. Un des premiers trucs qui était tombé quand les premières images du film étaient apparues, c'était les guéguerres, concours de beat, je suis désolé, ça s'appelle pas autrement, pour dire l'armure. D'Agamemnon, c'est Batman. Ouais, voilà. Nickel. Alors, les gars, voilà, c'est dit. Ce n'est pas un récit historique, c'est un récit basé sur la mythologie. Dans la mythologie, il y a mythe. Alors, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas de l'histoire. Du coup, c'était plutôt un concours de mythes. Ça rend... Joli. Donc, voilà. Et donc, ça rend... Alors, le débat sur je pensais même pas qu'on allait l'évoquer, mais alors, le débat sur le casting, moi, ça m'intéresse pas. Et puis, alors, le débat sur les costumes, les machins... Non, mais sans déconner, quoi. Et puis, alors, surtout que... Mais il y avait eu ça aussi pour Alexandre, il y a eu ça pour... Oui, non, mais je suis d'accord, c'est pas nouveau. Le débat était fait sur un film dont on avait eu 3 bouts d'image. Non, mais les gars, vous avez rien d'autre à foutre que vous écharper pour ça. Franchement, non. D'ailleurs, c'est marrant parce que maintenant que les gens ont vu le film, on parle plus de ça. On parle d'autre chose, en positif ou en négatif, mais on parle plus de ça.
Mais heureusement, parce que Ceux qui franchement, parlent encore de ça, c'est les connards, mais bon, bref. Bah ouais, non, mais enfin, c'est... Enfin voilà, bon, ça m'avait un peu gavé, moi. Bah, du coup, je rebondis, je pensais pas en parler, mais comme t'as parlé du casting, voilà. Mais ouais, c'est... Mention spéciale à John Leguizamo, ça fait bien plaisir. Oh là là, et alors lui, Oui, il a très un bien. j'adore son perso. Oui, il est génial. Là, Leguizamo, vraiment, ça c'est un mec qu'on voit depuis 35 ans au Cinoche, régulièrement, et alors là, le voir dans l'Odyssée avec ce rôle-là, youpi. Alors j'adore son perso, aucun problème, vraiment il est vraiment super. Cependant, trigger warning pour les gens, il jette des chiots. Et ça c'est chiant. Ça, c'est nul. Ça, je suis d'accord, c'est nul. Non, ça c'est Genre nul. vraiment, depuis la falaise, Ouais, il a la fait, falaise, toi, ouais. non. Et il voilà. Ouais, non, ça c'est pas terrible. Alors, C'était l'autre époque. Autre temps, autre mœurs. Non, ça c'était... Balance ton chiot. Ouais. Non, ça c'était pas bien, effectivement. mais sinon, personnage passionnant, Ah et, ouais, son acteur perso est vraiment très fascinant, Ah, très bien. j'aime beaucoup, puis j'aime bien la gueule Et qu'il puis a. tout le monde joue. Tout le monde joue bien. Oui, alors moi j'ai toujours une réserve sur Tom Holland, mais ça bon c'est personnel. Hein. Moi je trouve qu'il a pas beaucoup de charisme, mais bon c'est pas grave. Il est là. Voilà, ça c'est fonctionne. pas très- Franchement, il a pas sa beaucoup de gueule charisme, mais il arrive à fonctionne, pas se faire manger par tous ceux qui sont autour de lui. Oui, C'est quand même un oui, exploit. Mais Enfin, ouais. il est quand même à côté de John Berntal pendant un petit moment et Ouais, bon, mais- il fait pas pâle figure quoi. Non, mais En c'est vrai, perso, hein. C'est vraiment perso. Ouais. Moi Tom Holland, pour moi il dégage rien. Mais ça bon c'est. Voilà. Dans le grand débat et dans ce grand groupe d'acteurs récents avec lesquels tu as pas mal de mal, David, Timothée Chalamet, Ouais, Tom voilà. Holland, tout ça. Bah je mets Jacob Elordi dedans. Hein. Jacob Je suis désolé. Elordi, moi, Jacob vraiment, Elordi n'a pas encore fait de choses qui m'a assez marqué pour que j'ai vraiment un avis dessus. Chalamet, par contre, Chalamet, moi je commence à être convaincu sur quand même pas mal de petites choses. Par contre, Tom Holland, je suis un peu d'accord avec toi. C'est un gars qui arrive pas encore assez à me convaincre. Puis ça fait Des quelques petits années rôles qu'il est là, par-ci quoi, tu par-là. vois, donc, On en a parlé dans le City of Z où ça va, mais ça va. Oui. mais là, même ici Oui, mais là. ça va parce qu'en fait, il joue autre chose. Là, on lui fait jouer à peu près ce qu'il joue. Ouais, il est dans ses œuvres. Je, Oui, trou- c'est je ça. trouve Ouais, que ouais. pas le figure non, mais c'est vrai que quand il est à côté de Pattinson, voilà, t'as Bah, Pattinson, il- quoi. ouais, Ouais, mais il est- Pattinson, ouais. c'est une gueule, c'est un acteur qui est c'est un monument ce type-là. C'est Bah, vraiment. lui, il est c'est- impressionnant. Ah non, Pattinson, mais, tu enfin, vois, j'avoue qu'il enchaîne les trucs, c'est, il est un peu impressionnant. c'est ça, Contrairement mais, justement à Holland. C'est vrai qu'il a pas de bol, parce qu'il est quand même plutôt bien Puis entouré, donc, devant un Matt Damon en plus vieillissant, qui a un Matt Damon, charisme alors là, lui, plus il vieillit, over. il y a des acteurs comme ça hein, qui progressent. Enfin, moi, Matt Damon, il y a 25 ans, j'en avais pas grand-chose à faire. Un Pareil. peu comme Tom Là- Holland à l'heure actuelle. Comment Un peu comme Tom Holland à l'heure Ah bah, actuelle. mais c'est tout le mal Tom que l'on Holland, peut mais lui si dans souhaiter. 20 ans, moi, Tom Holland, ça fait la même progression que Matt. Damon. Si on fait encore des podcasts à ce moment-là, je serais le premier à dire putain, Tom Holland, quelle évolution du physique, du machin. Là, moi, Damon est génial. C'est vraiment. Damon vieux, enfin vieux. Il a quoi? Il a 50 ans? Oula, c'est pas la cinquantaine, hein. Il est de 70, 71 comme Ben Affleck. Hein. Ouais. Bah oui, c'est une bonne équipe. Ça. Bon, bah voilà. Et bah, oui, bah, oui. Bon. Bref, mais Damon, vraiment, youpi. En Ulysse, top. Ouais. Voilà. Très bien. Ouais. Bah, Est-ce on que a- vous aviez ouais. dit ce que. Ouais, déjà une demi-heure. On n'a Vas-y, pas parlé de David, Charlize s'il te Theron, plaît. alors si tu veux dire un truc sur Charlize Non, Theron. Charlize Theron, non, moi, je l'aime bien, moi, Charlize Theron. Non, le Oh, casting, elle est j'ai plus rien à en dire de retrait, particulier. hein. Elle est plus en retrait. Oui, Son- c'est- C'est elle qui a eu le personnage plus gros est- cachet pour le film, faut savoir. Ok. Il me semble. Ah ouais? Ouais, il me semble que c'est elle qui a eu le plus gros cachet. C'est Ouais. pas Matt Ah, Damon. D'accord. Pourtant, vu son temps d'apparition, c'est un peu con. mais- Ouais. Ah bah, Mais bon, un des plus bref. gros cachets, c'est Travis Scott, le rappeur, qui Oui, fait oui. le. Je l'aide. Oui, voilà, Ouais, c'est ouais, ça. Voilà. Oui. j'ai Pourtant, aucune au nombre de plans qu'il a dans le film. Ouais, Enfin, mais bref. c'est parce que en ce moment, il cartonne. Oui, bah, c'est à la mode. Alors, le film. Eh ben, objectivement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Alors, moi, je suis beaucoup plus modéré que mon copain Quentin sur Nolan. Nolan est un très grand cinéaste. Ça, je pense que là-dessus, il y a pas de débat. C'est un mec assez passionnant dans ses choix parce que, effectivement, moi, le truc qui m'agace souvent, on en a encore parlé en off il y a quelques heures dans nos discussions Messenger avec les copains de la Horde. Moi, la mode, c'est quand même quelque chose qui me casse un peu les pieds. J'avoue que les effets de mode, sachant qu'actuellement, c'est quand même assez massif la manière dont les gens s'engouffrent dedans. Il y a toujours eu de la mode, hein. On n'a pas inventé le concept là dans les années 2020. Et il y en bien aura sûr. toujours. Et il y en aura C'est- toujours. c'est- Mais j'avoue que là, c'est de plus en plus avec les réseaux, avec probablement les influenceurs, etc. Je trouve qu'on est vraiment en mode tunnel vision sur plein de choses et ça, moi, ça m'agace. Et c'est là où je veux en venir, Nolan, il s'en bat royalement les couilles. Oui. Il poursuit sa carrière, il fait un péplum, ou un simili-péplum à une époque où les péplums sont quand même tombés, non pas en désuétude, mais en tout cas Ouais. où il y a un relatif
désintérêt général. Le dernier grand péplum, c'était Gladiator, et avant Gladiator, c'était Ben-Hur. Donc, voilà. Donc, oui, on se serait presque résumé comme ça, effectivement. Donc, à partir de là, moi, ce gars-là, je le trouve assez passionnant parce qu'il a rien à foutre de ce qui se fait autour de lui. Il poursuit son bonhomme de chemin. Il est absolument impossible de savoir quel sera son prochain film. Oui, parce que le précédent, en plus, c'était Oppenheimer. Oppenheimer, qui se rattachait à aucune mode non plus, soit dit en passant, malgré le carton du film. Et donc, ça, moi, c'est vraiment à mettre au crédit du mec. Je pense que le type est tout sauf con. Ça, on le sent, son cinéma respire l'intelligence. Ça, c'est une évidence. Alors moi, simplement, à titre perso, et là, c'est vraiment à titre perso, ça marche pas à tous les coups. Il y a certains films de Nolan que j'aime énormément. J'aime énormément les 2 premiers Batman. J'aime énormément Le Prestige. Mika, je te rejoins. Son Insomnia, qui est pourtant un remake. Moi, je trouve que ça fonctionne très bien en tant que polar. Et puis, c'est un peu anti-conventionnel. Moi, je trouve que la fin gratouille un peu. Enfin, c'est voilà. Donc, il y a quand même quelques films assez marquants dans sa filmo. J'ai bien aimé Oppenheimer. L'Odyssée ne m'a pas transporté. Je n'ai pas passé un mauvais moment non plus. Il y a des séquences que je trouve extrêmement réussies. Vous l'avez dit, je vais pas épiloguer, la séquence de Circé, je crois que c'est un truc assez inédit au cinéma, y compris dans le cinéma dit d'horreur. Ça fait partie je crois que j'ai jamais vu un truc comme ça. D'interprétation assez littéral. Circé transforme les hommes en cochons. C'est ce qu'elle fait. Paf, à l'image, c'est ce qu'elle fait. Et là, franchement, on se le prend un peu dans la gueule. Elle y va. Et en termes de caractère impressionnant de séquence, je crois que c'est pas la plus spectaculaire visuellement, mais c'est la plus impressionnante. Non, mais puis il y a l'apport quand même de Samantha Morton qui est quand même assez important dans l'histoire. Elle est géniale. Elle a la présence qu'il faut. Tout, coucou Minority Report, on l'avait déjà vu. Parce que plus jeune, on s'imagine toujours très intéressante. Les femmes dans ces histoires-là avec les canons de la beauté grecque, et finalement, c'est toute cette diversité humaine qu'on avait tendance à oublier dans ces histoires-là, parce qu'on se fie aux sculptures, on se fie aux gravures, les vases, ça, on imagine que tout le monde avait un peu ce genre de physique-là. Et en fait, non. Bah non. Et c'est là où le casting est plutôt bien joué aussi, finalement. Moi, je te dis encore une fois, je n'ai rien à dire sur le casting. Ils n'avaient pas de filtre Instagram, eux. Alors, on demandait au sculpteur, tu peux me faire un nez un peu plus aquilin, s'il vous plaît? Le profil de Pattinson est très très grec, hein, pour le coup. Puis lui, il a une tête à être imprimée sur des pièces de monnaie. Non, puis lui, putain, de fou. Oui, t'as la vision. Ouais, j'ai de fou la vision. Et puis il est filmé. C'est Jules César. Putain, ça serait un super casting. Il est filmé d'assez près, Pattinson. Toujours, ouais. Il y a Nolan, c'est ce qu'il fait quand il filme ses acteurs, et c'est bien vu parce que Pattinson, il a une putain de gueule. Oui. Quoi qu'on pense du mec, de l'acteur, je m'en fous. Il a une putain de gueule. Donc voilà. Alors après, moi, le film est assez inégal sur certains trucs. Je suis moins enthousiaste que vous sur le dernier acte, que je trouve un peu laborieux. Il y a un certain rythme tout au long du film. La dernière partie est plus lente. Je parle pas vraiment du climax. Si tu lis même des extraits de ce passage-là de l'Odyssée, il prend chaque prétendant les uns après les autres pour lui expliquer, machin. Ouais, mais bon. C'est insupportable, ce truc-là. Il y a un côté un peu démonstratif dans la dernière partie, et du coup, moi, me paraît un peu en demi-teinte. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai toujours un problème avec l'action chez Nolan. Ça, c'est bon. J'ai pas inventé le concept. Je vais le redire là parce que moi, ça m'est encore apparu dans certaines séquences. Il gère pas toujours l'action de manière ultra lisible. Ça, c'est quand même un problème. Il a un sens du rythme. Alors ça, c'est incontestable. Mais rythme et action, c'est pas la même chose. Et le problème qu'il a dans ces scènes d'action, c'est plus un problème technique. C'est que je trouve qu'il y a des moments, c'est le bordel. On sait pas. En plus, il a toujours cette tendance à monter en alternance des séquences, ce qui fait que quand on a une scène d'action d'un côté, une scène d'action de l'autre, que c'est en alternance et qu'il y a certains plans dans chacune qui sont pas toujours très clairs, pour peu que ce soit un peu dans l'obscurité, ça perd un peu en efficacité. J'ai eu un autre truc. Alors là, c'est vraiment complètement perso, parce que je sais pas à mettre c'est pas à charge contre Nolan. Moi, c'est un ressenti que j'ai eu, c'est que le film m'a pas fait forcément rêver dans l'imagerie qu'il dégage et dans son esthétique. Ce sont des décors en dur, vous l'avez dit, l'écran, je crois. Alors ça, c'est plutôt cool. Voilà. Maintenant, il y a un côté, c'est un peu le syndrome, je vais appeler ça le syndrome Dune de Villeneuve, c'est-à-dire ce sont des décors un peu aseptisés, un peu spartiates. Il y a pas grand-chose à se mettre. Le film, les Spartiates étaient pas du tout spartiates au niveau des décors, pour le coup. C'est les 300, c'est tout le contraire. Voilà. Alors non, je vais pas défendre 300. Il avait strictement rien compris non plus, lui. Donc je vais pas défendre 300 aujourd'hui, c'est pas du tout...
Vous êtes méchant avec Snyder. Non, mais les décors, là, on passe quand même pas mal de temps dans la demeure d'Ulysse et de Pénélope, puisque tous les passages de Pénélope attendant Ulysse, les prétendants qui se baffrent dans la grande salle, tout. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau décor. Alors, ce sont des décors en dur, je comprends l'idée, et je comprends ce qu'a voulu faire Nolan, bien sûr. C'est peut-être mieux que des fonds verts, hein. Là-dessus, on va pas c'est débattre. vrai que c'est très théâtre contemporain, Mais très... du coup, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Très nordique, et même hein. quand on passe de l'autre côté pas du grillage, mais de l'espèce de truc là, quand on passe du côté de la grande pièce où se trouve Pénélope, bah là non plus, il n'y a pas grand-chose à... Voilà, finalement, on est content quand on arrive sur le balcon parce que là, il fait jour. C'est vrai que oui, maintenant que j'y réfléchis, c'est très aseptisé, même quand il est avec la nymphe interprétée par Charlize Theron, qui est Calypso. Calypso, on est sur une des plage. Voilà, c'est... alors les décors sont beaux, je suis pas en train de dire que c'est... Non, c'est des décors de vacances, youpi. Oui, mais ça manque un peu de... C'est pas ça manque de très coloré, ça manque de... ouais. En fait, le film, et je crois que ma frustration elle est là. Alors attends, je ne remets encore une fois pas le talent de Nolan, hein. C'est pas ça qui est en cause. Il me regarde. Ben oui, parce que moi je il mélange me touche mon même. Il me touche, attention. Mais en fait, moi le film je l'ai trouvé en demi-teinte sur l'aspect spectaculaire. Alors, il est spectaculaire par certains aspects, évidemment, je suis pas en train de dire. Mais moi, je m'attendais à quelque chose de plus dingue en termes d'ampleur. Or là, que ce soit 3, que ce soit... moi, personnellement, le non, mais... À 3, putain. Mais je dis pas qu'il y en a pas, mais je m'attendais à quelque chose de plus énorme. Le cheval est symptomatique. Moi, le cheval, mais c'est moi, hein. J'aurais voulu un cheval plus grand. Oui. Parce qu'ils sont je sais pas combien là-dedans. Et moi, je trouve que les proportions, quand tu le vois de l'extérieur, le cheval, puis quand tu vois combien ils ont l'air d'être dedans, tu te dis, putain, il y a un petit problème. D'ailleurs, c'est ça aussi qui est très ça m'a bien un peu fait. posé souci. C'est que on les voit dedans. Je dirais pas plus, mais on les voit dedans. Oui. Et ce qui s'y passe, c'est... Oui, peu importe. Oui. Non, wow. mais ça, c'est... Non, mais la partie, c'est assez... C'est pareil, c'est assez inédit. Je suis pas sûr que 3 ait déjà été traité de cette manière-là. Voilà. Bon, ça, c'est autre chose. Mais moi, du coup, ça m'a. Il y a des choses qui m'ont paru soit manquer d'ampleur, soit être un peu caduques. Donc la taille du cheval et puis quand on est à l'intérieur. Bon, des choses comme ça. J'aurais voulu, plus de. Alors Carrie Scylla, je suis content qu'il l'ait géré comme ça. Scylla, qu'est-ce que c'est dommage qu'on s'en bouffe pas un peu plus, parce que Scylla, le temps de choper 3-4 bonhommes. Il en chope 6. Et bah puis c'est fini. Hop, il rentre dans son... il était censé en disparaître que 6. Non mais d'accord. Mais c'est... En fait, j'ai eu une grosse frustration en sortant. Et je suis pas sûr que ce soit complètement de la faute de Nolan, parce que je crois que je comprends ce qu'il a voulu faire de bout en bout. Son film est cohérent et certainement, il correspond à sa vision. De toute façon, je pense qu'il a fait le film qu'il avait en tête, certainement. Mais moi, du coup, j'ai été frustré en sortant. Je me suis dit, putain, j'ai vu un film qui envoie... Mais j'aurais bien voulu que ça envoie plus. Non, mais t'as pas l'impression de ressentir... Mais c'est moi, hein. Non, mais ce qui envoie, du coup, qui est mis en parallèle avec un peu l'aseptisation de tous ces décors, du coup, en fait, ce qui en ressort quand on est avec le Cyclope, Circé, enfin, pendant ces épreuves... Moi, le Cyclope, c'est pas ma partie préférée. Non, mais c'est que du coup, au milieu de cette aseptisation, je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris, et ben il y a quand même des pointes de flip, d'action, bien sûr, de flip, j'ai déjà dit. Oui. Non, mais en tout cas, tu passes par plein d'émotions. Oui, mais je trouve que tout ce côté aseptisé en fond, refait ressortir toutes ces émotions là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a un côté cru en fait dans sa façon de... mais c'est le cinéma de Nolan. Mais bien sûr. Mais en fait ça rejoint c'est complètement cohérent dans sa filmo. Ça rejoint côté un point naturaliste dont on parlait aussi. Ouais, c'est ça. Ça rejoint un point dont tu parlais, David, par rapport à tout cet effet de mode et tout. C'est que Nolan, faut savoir que c'est un gars qui refuse à ses enfants d'avoir des téléphones. Il a aucun réseau. Lui, il a pas de téléphone portable. C'est un gars qui le monde des réseaux sociaux, d'internet, tout ça, il n'en a rien à foutre. Mais il a bien raison. C'est ce que disait David. En fait, il en a rien à foutre. Il veut faire l'Odyssée, il fera l'Odyssée. Voilà, c'est ça. Il fait ce qu'il veut. Non, mais ça, pour moi, rien que pour ça, il a toute mon admiration, ce type-là. Je pense que Nolan doit être un type absolument passionnant. Enfin, moi, c'est une personnalité que j'aimerais rencontrer, parce que je pense que ce gars-là est vraiment passionnant. Déjà, vous allez parler Kubrick pendant des heures. Oui, il y a des chances. Oui, en plus, il aime Kubrick. Non, mais ça, c'est certain. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que tu vois, même en sortant du cinéma,
genre pas de quand je suis sorti de la salle, du cinéma, le truc de l'aspect noir et blanc, très terne et tout, c'est pas juste dans le cinéma de Nolan, c'est dans le cinéma de plein de cinéastes, et c'est même ailleurs. Tu regardes les voitures dans le monde aujourd'hui, enfin les salons, enfin bref, il y a ce truc aujourd'hui d'avoir, tout est très terne, et je suis même pas certain que Nolan ait conscience qu'il y a certainement un petit peu de son cinéma qui a influencé d'autres gens et qui fait que, effectivement, alors c'est pas de sa faute, hein, je vais pas trop en dire que c'est ça, mais il s'inscrit dans cette mouvance, oui. Et il fait en sorte que il y a 50 ans, quand tu regardais dans la rue, il y avait des voitures de couleur et des habits de couleur et tout, et aujourd'hui tout le monde est habillé en noir et blanc, voilà, et le cinéma de Nolan, il fait ça, mais c'est pas en réponse à ça, c'est juste que lui, c'est ce qu'il aime. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Voilà, et c'est ce que j'aime aussi, ce que je trouve fascinant, c'est il a une place, quoi. Il y a un truc, c'est un cinéaste qui est important, c'est fait partie de ses... C'est le seul cinéaste à l'heure actuelle qui fait du cinéma un événement. Oui. Ouais. Bah, quand il a sorti Tenet, c'était le sauveur. Il était vu comme le sauveur après le Covid. Il fallait que ce soit lui qui rentre. Bon, ça n'a pas trop marché. Mais non, c'est pas celui qui a le mieux marché. Tenet, c'est un peu planté. Mais après, il revient avec Oppenheimer. Tu disais en début de chronique, Mickaël, que les studios lui ont filé 250 millions de patates pour faire ça. Pourquoi ? Bah, c'est parce que le gars fait un biopic de 3 heures en noir et blanc, avec une narration déconstruite, dans le mauvais sens, machin, de 3 heures sur le gars qui a inventé la bombe, et il fait quasiment le milliard au box-office. Tu m'étonnes que après force est de constater que, tu l'as dit, l'Odyssée fait quand même pas mal de sous là en ce moment, c'est-à-dire que au-delà d'avoir mis des culs sur des sièges pendant Oppenheimer, c'est-à-dire que les gens en redemandent. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand même on n'est pas sur là on est clairement sur un blockbuster amélioré, un blockbuster plus sur l'Odyssée, mais Oppenheimer c'était quand même pas dit que c'était un blockbuster. Non, et pas spécialement. C'est-à-dire que ce mec a quand même cette force de mettre des culs dans des salles où à l'heure actuelle c'est plutôt compliqué parce qu'on a beaucoup plus de plantades qu'avant, enfin je trouve. Oui. Et c'est là que c'est fort, et en plus les gens en redemandent et ils s'en foutent de ce qu'il va raconter puisqu'ils savent qu'ils vont passer un beau moment. Voilà. Et là, David va appuyer que les gens s'en foutent, mais ils aiment des trucs qui s'en foutent, et c'est ça qui le dérange. Attends, excuse-moi. Non, il va parler plus de mode. Oui. Mais sauf que Nolan là, ça dure tellement longtemps, Nolan, que ça fait bien longtemps que c'est plus une mode. Alors non, ça dure pas depuis si longtemps que ça. C'est deux scénarios. Alors Tarantino, ça dure, mais Nolan, c'est assez récent, ça fait quelques années. Interstellar, c'était il y a combien de temps ? Alors, une mode qui dure 12 ans. Non, qui dure 12 ans, David, excuse-moi. Non, Mika, alors la trilogie Batman, c'était Batman. Oui. C'était Batman, attention, c'était Nolan qui les a fait, d'accord, mais c'était le personnage de Batman. Bon. Je pense que ça a peut-être démarré effectivement avec Interstellar. Interstellar, c'est 2014. Si exactement. Je ne dis pas de bêtises. Bon, ça fait 12 ans. C'est le film préféré de beaucoup de gens de cette génération. Oui. Non mais je suis d'accord. Mais regarde Tenet. Même Tenet qui est récent, 2021, juste après le Covid. Tenet, c'est un peu gaufré. Oui, mais c'est un phénomène assez récent, Nolan. Par contre, c'est un phénomène était différent. Pas sans précédent, mais c'est un phénomène, c'est un épiphénomène. Dans le cinéma des 15 dernières années, il n'y a pas d'équivalent. Même Tarantino, je le mets... Tarantino, ça suit son cours. Il sort un film, il en sort pas, c'est pas grave. Il en sort un, tout le monde y va. Bon, c'est voilà. Oh, ça avait pas tant marché que ça, hein, ça a marché, mais ça n'a pas ça n'a pas été son plus gros succès. Non, mais il y a que Nolan, il y a plus que Nolan qui fait remplir des salles avec son nom. À ce point-là, c'est le dernier. À ce point-là, oui. Plus personne. Mais c'est pas un vieux phénomène. Nolan, il y a la moitié de ses films qui sont sortis. Point. Des phénomènes comme Oppenheimer et là ce qui se profile avec l'Odyssée, je dirais que c'est les deux premiers avant Oppenheimer. Oui, donc c'était en vrai, ça m'énerve, mais je suis un peu d'accord avec. Enfin, c'est pas que je suis pas d'accord sur le fond, mais dans la forme, ce que tu viens de dire, je suis d'accord. C'est un phénomène. Moi, je suis pas forcément d'accord parce que ça va durer. Je pense que son prochain film, ça sera pareil. Alors, est-ce que ça se tarira ? Enfin, se tarira. Est-ce que ça se tassera ? Je sais pas. Je suis pas devin. Mais je pense que ça va durer. Là, Nolan, c'est ancré. C'est un cinéaste important. C'est un cinéaste qui crée l'événement quand il sort un film, quel que soit le sujet de son prochain film, que ce soit un film d'horreur, le tirage du loto ou un mec sur ses chiottes pendant 2 heures, ça marchera. Tant que c'est bien, parce qu'il a l'avantage de faire du bon film aussi.
Tout le monde va voir un film que c'est une merde, après ça va commencer à changer. Ouais. Mais il est au scénario là avec son il est au frère. scénario. Tranquille. Non, il bosse là, il est tout seul. il bosse avec son frère depuis un bout de temps. Mais c'est alors du coup, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à Solomon. Oui, puis c'est que j'avais pas compris ta phrase, la phrase que tu as dit tout à l'heure. Oui, je pourrais essayer de te la répéter en off si tu veux. Mais la nuance que j'apporterai sur ce que vous dites pour faire un peu le verre d'eau tiède comme d'habitude, c'est que les premiers gros succès de Nolan viennent de la période dont tu parles toi, Mickaël, époque Inception, Interstellar, les Dark Knight, même etc., les Batman, etc. voilà. Mais en fait, à l'époque, les gens y vont parce que c'est Nolan, mais parce qu'il y a des trucs à côté, parce qu'il y a le bouche à oreille, parce que Nolan à ce moment-là, il a encore 45 piges, c'est un cinéaste qui est en train d'arriver, qui est en train d'exploser. Les gens disent ah mais t'as vu le Prestige? Ça c'était un plus petit film qu'il avait fait et ça avait même pas 10 ans à cette époque-là, le Prestige. Là, il s'est passé qu'il y a eu de la digestion. Il a sorti d'autres trucs qui ont moins marché, Dunkerque, Tenet, qui ont un peu moins marqué, qui ont un peu plus laissé de côté le grand public, mais par contre ça a digéré et les gens ont grandi. Et le grand public qui avait 15 ans à la sortie de Interstellar, ils ont digéré et maintenant ils ont une maison, ils ont une famille, ils ont machin, ils ont l'envie d'aller au cinéma rarement, mais de temps en temps. Et ils ont adoré Interstellar et maintenant, avec la société d'Oppenheimer et les réseaux et Internet et le bouche à oreille et tout, maintenant, il a vraiment ce statut-là il sort un film et c'est un événement. Je pense qu'il y a eu aussi, on peut quand même le citer aussi, même si du coup on s'éloigne un peu du sujet, mais le conflit avec Barbie. Le Barbenheimer de l'époque aussi a fait que les gens ont été voir les deux, les gens ont été voir l'un puis l'autre et tout, il y a une espèce de conflit. Deux films qui n'ont rien à voir l'un avec Ouais, l'autre. non, C'est ça qui est quand même assez totalement drôle. improbable. Alors là, je pense que ça a surpris tout le monde. Nolan peut-être le premier. Mais tant mieux pour ces deux films. Ah bah surtout Oppenheimer parce que bref. Voilà. Mais voilà, et du coup on se retrouve avec maintenant Nolan qui effectivement a ce truc là, il fait bouger, il fait parler là toute cette histoire de l'IMAX, des bonnes salles pour aller le voir et tout, genre ça crée un truc qui est inédit. Alors ça peut saouler, ça peut faire chier, mais moi ce que j'aime bien c'est me dire que Nolan, lui, vraiment, de sa petite maison là, lui il s'en bat les couilles. Lui il est déjà en train de voir les chiffres de son film, il est un peu content, même si je pense qu'il s'en fout un peu de savoir si le film marche très bien ou si je pense qu'il préfère, il est humain, bien sûr, mais je pense qu'il s'en fout de savoir si son film va être le plus grand succès. Mais il doit être déjà en train de cogiter sur le suivant. Voilà, il a déjà ses projets. Non, parce que je pense qu'il est en mode je choisis ce que je vais faire. Oui, c'est ça. Maintenant il fait vraiment ce qu'il veut. Mais il a un luxe artistiquement parlant, ce type-là a un statut que je lui envie. Et alors, tu as cité Kubrick tout à l'heure. Je suis désolé, hein, je le place souvent, c'est mon Miyazaki, Quentin. Mais là, en ça, il a un peu le statut d'un Kubrick à son époque. C'est-à-dire que Kubrick, alors c'est pas le même contexte, c'est juste qu'il avait des chèques en blanc de son studio, de la Warner, et il faisait ce qu'il voulait. Et s'il sortait qu'un film tous les 5 ans, et il sortait un film tous les 5 ans. Et là, Nolan... Alors, je suis pas en train de comparer leur cinéma. Hein. Il y a Kubrick, il y a quand même Nolan. Les personnages. Mais par contre, en termes de puissance, non, mais moi là, c'est mon appréciation personnelle. Tu te doutes bien que je vais pas mettre Nolan aux côtés de Kubrick. Faut pas déconner. Mais par contre, en termes d'aura, en termes de puissance, en termes de ce qu'il représente au sein du cinéma qui est le sien, contemporain. Alors Kubrick dans les années 70, 80 et même 90, Nolan dans le cinéma des années 2010, 2020 et peut-être 2030, on peut établir un parallèle. C'est deux mecs qui avaient une liberté artistique totale, enfin Kubrick totale, je pense Nolan quasi totale. Je pense que l'Odyssée, c'est le film qu'il voulait faire. On n'a pas dû le faire chier avec le Final Cut. Il peut avoir n'importe quel projet, ce sera validé, il trouvera un studio pour le lui sortir, là où des mecs sont obligés d'aller s'enterrer sur Netflix parce que plus personne veut produire leur film, ce qui est une catastrophe pour certains. Nolan a un pouvoir, une liberté artistique que je trouve sans équivalent. Et manquerait plus qu'ils se mettent à faire des films de la puissance de ceux de Kubrick, et là je serais l'homme le plus heureux du monde. Mais moi je suis heureux que ce type-là existe parce que puis il est encore jeune. Hein. Il prouve, et puis il est pas vieux, c'est ça. Et il a 50 ans, non? Ah, il les a passés. Il les a passés. Je crois qu'il approche des 60 ou il les a passés, je sais plus. Ouais, 55, il a pas 60 ans. Je trouve qu'il a pris un petit coup de vieux dans les petites interviews que j'ai vues récemment. Je pense qu'il doit les vivre, ces films. Hein. Vu l'ampleur du bordel, je pense que bon. Puis il doit pas déléguer grand chose, donc. Bref, là encore, coucou Stanley. Donc, mais voilà. Et moi, je suis content que ce type-là existe, en fait. Et moi, je suis content. Toi, t'es doublement content parce que. Carrément. Et je suis heureux d'être.
Je suis heureux d'être là à bientôt 30 ans et de pouvoir suivre son cinéma et de me dire qu'avec de la chance, si tout se passe bien dans sa vie, au niveau santé, projet et tout, des films, enfin là on est encore au cœur de sa carrière, on a passé certainement la moitié, oui, certainement, mais avec de la chance on a encore 20 ans et peut-être encore 4, 5, 6 films, peut-être tous aussi au moins intéressants, voire peut-être encore plus amples et tout. Genre, je suis tellement heureux de savoir que ce gars est encore dans... Genre, on a la chance de vivre dans le même temps que ce que fait ce gars. Et tu parlais de liberté, mais même je te parlais du principe du format d'image qu'il a tourné. En termes de liberté, genre, effectivement, il y a personne qui lui arrive à la cheville, mais à un niveau qui est même pas imaginable. Le gars tourne un film avec une caméra, un enfer et tout, il tourne en entier, en physique, les trucs sur bateau, il avait sa caméra sur le bateau, il a tout tourné, il a dit c'est un enfer de tourner, enfin, il fait ça. Et le studio... il cherche pas la facilité, ça c'est sûr. Oui. Ça, Le studio lui dit on te file 250 millions de patates là pour faire ton truc. Et lui il dit alors je vais tourner intégralement avec mon format IMAX là, que seuls 40 cinémas dans le film vont pouvoir passer vraiment. Sinon après il faut aller dans des salles IMAX, il y en a en France, il y en a une quarantaine qui diffusent le film dans des formats plus proches, voilà. Sinon tout le reste du monde ne verra pas le film dans la bonne version. Et donc là le studio a dû se dire mais il y a quand même un bout du public qui va être frustré, qui va ne pas vouloir aller voir le film. Et si les gens y vont parce que c'est Nolan. Que c'est Nolan. Et du puis coup, t'as des mecs comme Quentin qui vont un pèlerinage dans ces salles alors, pour aller voir ce truc. Moi non, il y a des gens qui je pense vivent dans le centre de la France ou comme ça qui sont tellement fans qui sont allés à Montpellier pour aller voir le film. C'est à Montpellier qui est la seule salle en France qui fait du 70 mm. D'accord, ok. À l'Odysseum, au ça Pâté doit être Odysseum. Sympa d'ailleurs, il y a intérêt à réserver sa place, je pense là-bas. Ça va être rigolo. Là actuellement, tout est réservé, toutes les salles sont complètes pendant encore 3 semaines ou quelque chose comme ça. C'est un truc de fou. C'est fou. Non mais toutes les salles qu'il arrive à provoquer ça, waouh. Les gens se déplacent pour ça, c'est fou. C'est quand même assez fou. Là, il y a des places encore dispo pour des. J'avais vu une story hier de quelqu'un qui en parlait. Il y a des places encore dispo pour une séance dans une semaine. C'est que les places handicapées. C'est tout. Il y a 6 places handicapées. Si je me pétais une guibole. Voilà. Mais les gens vont à Londres pour ça. Les gens vont à Bruxelles pour ça parce qu'il y a aussi des salles là-bas. Ouais. Et en France, il y a que Montpellier. Moi, là, je vais à Tours parce qu'il y a un pâté IMAX, donc je verrai le film dans des meilleures conditions que le cinémascope classique. Pas confondre avec le pâté ENAF. Le pâté de campagne. T'as dit pâté IMAX, c'est le pâté des Mataf. Ah, j'ai rien compris là. Ouais, non, désolé. Cette critique sauvage de 55 minutes me plaît déjà. Oui, il va peut-être falloir arriver au bout. On va essayer peut-être d'abréger. Mais voilà, mais bref, en tout cas, c'est fascinant. Non, mais voilà, le projet est fascinant. Le mec a un côté fascinant. Ça, on pense ce qu'on veut de son cinoche, voilà. Je suis content qu'il soit là, ce type-là. Voilà, on est tous contents. Enfin, Bertrand, je sais pas. Oui, je pense. Oui, ça va. Ça. Oui, ça va. Merci. Je lui souhaite pas de mal. Non, mais merci. Jamais je ne mettrai autant de conviction dans un type qui n'a aucune connaissance de mon existence sur Terre. C'est tout, c'est comme ça. Je ne serai jamais comme vous à ce niveau-là. Mais vivez votre truc, c'est pas grave. Oui. C'est un regard intéressant sur le monde et la philosophie. Comme ça, il saura quitter. Et puis comme ça, du coup. Non, mais j'ai pas envie de lui écrire. Il lira pas. Il s'en fout. Voilà. Et je pense qu'on peut clôturer cette critique sauvage. Alors, je sais pas, peut-être qu'on coupera cette émission avec d'un côté la critique sauvage et de l'autre côté thématique. C'est juste que ça sort après-demain et demain je vais au cinéma à Tours. Voilà. Non mais ça va être super. Là, si vous écoutez ça, sachez que le montage a été très marrant pour moi. Voilà, sachez que Quentin est heureux, qu'il a le sourire. Et je suis heureux de parler de Nolan, donc c'est cool. Et moi je propose que vous le soutenez tous dans les commentaires. Vous aussi dans les commentaires, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de Nolan, l'artiste derrière la caméra, et surtout du film L'Odyssée qui ne fait pas encore l'unanimité auprès de la rédaction, mais qui a quand même vachement plu. Ah ouais. Oui. Dans une généralité. Le positif l'emporte quand même sur le négatif. Exactement. Et puis, il nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine, assez rapidement pour un été endiablé avec tout ce qui en suit, avec un fedora et un fouet, vous verrez. Enfin, vous avez déjà été teasé. Teasé, voilà. Et puis, on vous fait des bisous et puis à la prochaine chez les Grecs. Je sais pas. Bonsoir. Salut. Bonsoir à tous.